le professeur Jing Dongguan de l'Université de Sydney traitera aujourd'hui de la recomposition du paysage géopolitique de l'Asie, l'émergence de la Chine, le pivot américain et le défi de sécurité de cette région en transition. Voilà. Pour débattre avec lui, Yves Boyer, que vous connaissez, Jean-Pierre Mauny, qui va peut-être arriver, on l'espère. Notre conférencier ce soir, je l'ai déjà dit, est membre de l'Université de Sydney, où il est professeur associé. Ça va bon. Vous entendez la traduction, c'est bon? OK. It's working? Jusque-là, c'était pas grave. Hein, on pouvait... Je peux encore continuer. C'est pour la suite que ce sera plus ennuyeux. Voilà, très bien. Alors, j'en étais donc à sa présentation. Il est professeur associé au Centre pour les études de sécurité de l'Université de Sydney et il a été aussi associé au Centre de recherche sur la Chine de cette même université après un parcours académique extrêmement brillant. Spécifiquement consacré à ces questions de la relation sino-indienne, des problématiques géopolitiques dans la zone, des questions relatives à l'implication américaine à la sécurité de la zone. Alors Yves Boyer, vous le connaissez aussi, membre de la FRS, professeur à l'école polytechnique, et qui est par ailleurs membre du comité scientifique de la chaire et qui nous fait l'amitié d'être présent avec nous comme il l'est de façon très régulière. Jean-Pierre Mauny vient d'arriver, ne l'acclamez pas, mais il est là et il va nous rejoindre et il sera le second animateur de cette conférence. Il est, lui, vous le savez, directeur adjoint de l'Institut des relations internationales et stratégiques. C'est aussi un compagnon de la chaire. Il est intervenu régulièrement notamment dans le programme de l'année dernière, dans le colloque de l'année dernière, et il est associé, vous le savez, à la publication de très nombreux ouvrages, soit dans le cadre de l'IRIS, soit dans d'autres travaux, et on pourrait citer notamment la réalisation, puisqu'il en est la cheville ouvrière, des années stratégiques publiées par cet institut, ou encore son ouvrage sur la guerre en réseau au XXIe siècle, qu'il avait écrit avec le général Jean-Paul Perruche. Vous connaissez les principes de ces conférences, je les répète à chaque fois. La parole au conférencier pour 3/4 d'heure, 1 heure, et puis ensuite un débat qui sera donc co-animé par Yves Boyer et Jean-Pierre Mauny. Donc je n'aurai pas grand-chose à faire ce soir, je les laisserai débattre, et puis ensuite 1 demi-heure de questions de la salle. Voilà, professeur. Eh bien, je suis très heureux de vous passer la parole. Bonsoir. I think I understood. Bonsoir, je crois que j'ai à peu près compris ce qui s'est dit en français, mais pour autant, mon français actif se limite au mot bonsoir. Donc, c'est un plaisir pour moi de me trouver ici. C'est un honneur d'avoir été invité par la chaire. Et je tiens à remercier la chaire de cette invitation, de me donner ainsi l'occasion de prendre la parole devant un public extrêmement varié et instruit. Alors, le titre de mon intervention peut vous paraître un peu long, mais il l'est parce que il faut savoir qu'en Asie et dans la région de l'Inde, il y a tellement d'enjeux liés à la montée de la Chine, la montée en puissance de la Chine au cours des 10 dernières années, et notamment depuis 2008, date de la crise financière mondiale qui a entraîné des revers économiques un peu partout dans le monde développé, alors que de son côté, la Chine poursuivait sa croissance à un rythme toujours soutenu, enfin relativement soutenu,
par rapport en tout cas à ce qui se passait dans les autres économies, et les économies développées en particulier. Pour les dirigeants chinois, une croissance de 7% ou de 7,5% peut paraître très faible, très lente. C'était effectivement le taux de croissance le plus faible des 10 années précédentes, mais enfin, par rapport aux autres pays, et notamment la France, évidemment, un taux de 7% serait très enviable. Même la moitié de cela aurait été très enviable. Donc ça, c'est le contexte dans lequel on se trouve. Donc, dans le problème dont je vais vous parler ce soir. Alors, il y a plusieurs questions. La première question qui se pose dans cette problématique, c'est évidemment la montée en puissance de la Chine qui change la donne, en tout cas sur le plan géopolitique, certes, mais surtout sur le plan géoéconomique, puisque c'est une nouvelle donne, un nouveau paysage qui est en train de se dessiner dans cette région de l'Asie. Il faut quand même marquer quand même un bémol par rapport à cette montée économique de la Chine. On a des données sur le PIB, les réserves de devises, etc. Enfin, il y a toutes sortes de statistiques qui existent. Pour autant, il y a devant la Chine de réels défis, de réels enjeux qui posent un problème pour les dirigeants chinois sous la présidence de Xi Jinping. Et puis deuxième grande problématique, qui est la question de savoir comment la relation de la Chine avec le Japon a été amenée à évoluer, mais également avec l'Inde et avec évidemment des autres grands pays de la région, et notamment de l'ASEAN, de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. Alors moi-même étant ressortissant australien, il est évidemment je vais également parler de l'Australie. Mais enfin, dans ce groupe de pays, à l'exception peut-être du Japon, tous ces pays se trouvent devant le dilemme. D'un côté, ils doivent choisir entre la Chine comme partenaire économique très fiable, très, très sûr, mais en même temps, sur le plan de la sécurité, évidemment, ces pays souhaitent que les États-Unis apportent les garanties de sécurité dans la région. Et il y a ce tiraillement, et l'administration Obama qui s'est rééquilibrée, ce qu'on appelle le pivot américain, qui s'est reporté, réorienté vers l'Asie. Sur ce plan, cela représente une nouvelle donne géopolitique. Et puis ensuite, le troisième grand volet de mon intervention concerne le rapport entre justement la Chine et les États-Unis, dans le contexte évidemment d'une part de la montée économique, la montée en puissance de la Chine, mais également dans le cadre de ce repositionnement des États-Unis dans la région. Et là, il appartiendra à ces deux grandes puissances de gérer cette transition qui est en train de s'opérer, parce que quand on y pense, on voit que ces deux grandes puissances que sont la Chine et les États-Unis, évidemment, seraient mal inspirés de se lancer dans un affrontement militaire, parce que là, il ne s'agit pas d'un conflit classique. Hein. Ce sont des pays qui ont l'arme nucléaire, et on peut fort bien imaginer qu'un conflit pourrait dégénérer. Et évidemment, dans un conflit nucléaire, il n'y aura pas de gagnant. C'est évident. Et donc, c'est inenvisageable pour ces pays de glisser sur si vous voulez, sur cette voie dangereuse de l'affrontement. Enfin, il faut voir que la Chine a des échanges de 600 milliards de dollars avec les États-Unis. Donc, il y a une interdépendance économique entre la Chine et les États-Unis, et qui, évidemment, ne doit pas être négligée. Et puis ensuite, en raison de ce dilemme sécuritaire, vous avez les deux pays qui se trouvent face à un choix. D'un côté, les deux pays ont multiplié les déclarations pour parler d'une coopération approfondie, de meilleures relations entre les pays. Bon. Mais enfin, pour ce qui est de la posture militaire, vous avez des mouvements, des déploiements de forces où finalement vous avez deux pays qui sont quand même en position, disons, rivale. Et vous avez donc cette position sécuritaire qui diffère de la position
économique. Alors, je parlais de la montée en puissance de la Chine. Il faut bien se dire que devant les statistiques, enfin, on a évidemment toutes sortes d'informations qui nous parlent à travers le monde de la montée de la Chine. Ça, ce sont des choses que tout le monde sait. Il faut bien souligner également la présence accrue de la Chine et son influence qui s'est évidemment propagée à travers le monde. Autrement dit, la Chine ne se limite pas dans son influence à ses voisins immédiats, à sa périphérie. La Chine est présente en Afrique, en Amérique latine, en Asie centrale, en Océanie, dans le Pacifique Sud. Et donc, si vous voulez, le bras économique de la Chine a finalement atteint le monde entier. En raison alors d'abord parce que la Chine a besoin des matières premières du monde entier pour assurer sa croissance, mais elle est également présente dans l'autre sens commercial. La Chine, bien entendu, est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et elle est devenue de plus en plus active si vous voulez, sur la scène diplomatique. Alors, c'est vrai que les grands enjeux régionaux et mondiaux ne sauraient aujourd'hui être traités, être gérés sans la pleine participation de la Chine. Les grands enjeux, c'est le changement climatique, mais également le désarmement nucléaire, la non-prolifération, la lutte contre le terrorisme. Enfin, la Chine ne peut pas être exclue de ces grandes problématiques. Et d'ailleurs, la Chine, de plus en plus, s'éloigne de ce qui a été pendant une dizaine d'années une absence ou une non-interférence dans les grandes questions internationales, et notamment au lendemain de la guerre afghane en 2014, la Chine a proposé déjà ses bons ossifs dans la réconciliation entre les différents groupes, disons, les différentes factions, et notamment les talibans. Alors, on parle d'une politique plus affirmée, une politique étrangère plus affirmée de la Chine. Et puis, quand on voit ce qui s'est passé récemment sur le front des litiges des différents territoriaux, qu'il y avait des échanges entre les marines américaines et chinoises dans le Pacifique Est, là, on voit qu'il y a des inquiétudes, parce que d'un côté on voit une présence affirmée de la Chine et on a un peu l'impression que évidemment la puissance militaire commence à s'affirmer, et avec une Chine plus puissante bien sûr, on pourrait se retrouver dans une situation où la montée pacifique de la Chine, ou la paix et le développement, qui étaient les grands slogans de la Chine, pourrait céder le pas à une autre évolution, où la présence américaine serait peut-être contestée. Puis alors il y a d'autres observateurs qui disent autre chose, qui vous disent que dans les grands éléments de la politique étrangère, même pour ce qui est du cas de Taïwan, la notion de paix et de développement est essentielle pour la Chine et pour le président Xi Jinping. Mais quand on parle de paix et de développement, enfin ce slogan, donc cette devise chinoise, la façon dont la paix et le développement sont mis en œuvre, disons, est différente aujourd'hui de ce qu'elle était sous l'ancien gouvernement. Vous avez une nouvelle donne. D'abord le fait que la Chine aujourd'hui annonce beaucoup plus explicitement son intention de défendre ce qu'elle considère comme ses intérêts nationaux. Donc on parle de paix et de développement, ne signifie pas pour autant que la Chine soit prête à compromettre, à accepter des compromis sur ce qu'elle considère être ses intérêts vitaux. Mais alors la question est de savoir comment définir justement ces intérêts vitaux, ces intérêts nationaux, il y a une appréciation chinoise, une appréciation étrangère, enfin bon, tout le débat est là. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que la Chine attend une certaine réciprocité, c'est-à-dire que en matière de bonne conduite, si vous voulez, et alors là, ça ne concerne pas que ses voisins immédiats, mais également, et peut-être même surtout, justement, les États-Unis. Et là, si l'on y pense un petit peu, par le passé, au cours des 20 dernières années, c'était essentiellement les États-Unis qui a tenu la main de la Chine, qui a tendu la main à la Chine pour l'intégrer dans le système international économique, et qui a amené la Chine à être un acteur plus responsable sur cette scène internationale, un acteur dans beaucoup de domaines. Et puis la contre-proposition chinoise consiste à présenter un nouveau modèle des relations entre les grandes puissances, et ça, c'est la façon dont la Chine demande justement cette
réciprocité. Et puis la troisième grande donne, la nouvelle donne en tout cas, c'est que depuis quelques années, ce que l'on voit, c'est que la question se pose, disons, d'une politique étrangère mieux coordonnée en Chine, parce que jusque-là, différents acteurs avaient différents intérêts, et l'image qui en résultait pouvait être contradictoire. Et là, alors qu'on avait une politique qui était mal coordonnée, qui paraissait un peu incohérente, Xi Jinping a proposé de recentraliser la politique étrangère de la Chine, et plutôt que de permettre à différents acteurs de parler d'une voix différente, là, la restructuration politique de la Chine, et même administrative, a amené la Chine à présenter d'abord une déclaration de politique étrangère, de sûreté nationale, avec donc une meilleure coordination des politiques et des enjeux, puisque par une politique, disons, mieux centralisée. Alors, devant tout cela, évidemment, on s'attend à ce que la Chine soit amenée à participer davantage aux règles, aux normes du système international, à produire ce qu'on appelle des biens publics, alors que par le passé, on a pu la considérer comme un profiteur, un pique-assiette, enfin, on pourrait appeler cela de manière un peu excessive. Enfin, là, en responsabilisant davantage la Chine, on voit que différentes options se présentent, différentes façons d'amener la Chine à assumer un rôle plus responsable en tant que grande puissance qu'elle est. Et il n'y a pas lieu d'être trop pessimiste là-dessus. Je pense qu'on a de bonnes raisons de penser que les choses iront dans le bon sens. Mais enfin, le vrai défi chinois dans la région, en tout cas selon différents analystes, et cette région qui s'étend jusqu'au Pacifique, reste quand même géopolitique. Et voilà, vous avez ici, disons en quelques chiffres, ce qui décrit la montée de la Chine. Depuis 2010, la Chine est devenue la deuxième puissance économique de la planète. Et alors si on compare la Chine et le Japon, lorsque la Chine a dépassé le Japon en 2010 et a pris la deuxième place, a remplacé, supplanté donc le Japon, on voit que l'écart entre les économies japonaises et chinoises, cet écart s'est creusé. Et sur la base de la formule de parité de pouvoir d'achat, donc en convertissant les devises en fonction de la parité de pouvoir d'achat, on peut dire que la Chine a dépassé les États-Unis l'année dernière. Ce PIB en parité de pouvoir d'achat dépassait les 70 000 milliards de dollars. Et la dépense militaire de la Chine, elle aussi, s'est développée au cours des 20-30 dernières années, avec deux exceptions. Les dépenses de la défense sont développées, sont augmentées à une croissance à 2 chiffres par an, à l'exception de deux années au cours des 10 dernières années. Et là encore, l'année dernière, cette croissance a été de 12%. Et là, on ne parle même pas des dépenses non officielles, parce que ça, c'est les chiffres officiels et publics. Mais sur le plan militaire de la défense, il y a toutes sortes de chiffres qui n'apparaissent peut-être pas dans les comptes officiels. Et puis là encore, il y a sur le plan des devises, des échanges. Enfin, il y a encore d'autres montants qui n'apparaissent pas toujours. Et alors, autre évolution au cours des 10 dernières années, et là, si on remonte à 1989, date à laquelle la Chine a décidé d'enseigner, de donner une leçon de défense à ses voisins. Enfin, il y avait la restructuration de l'armée populaire de libération. Donc il y avait une restructuration des forces armées, et puis il y avait le lancement des programmes spatiaux de la Chine. Et là, évidemment, c'est quelque chose qui a bousculé, si vous voulez, l'établissement militaire chinois. Et ce que fait,
l'armée chinoise, c'est de réduire les effectifs sur le terrain, mais par contre, l'investissement se reporte plutôt sur les achats et la construction d'équipements. Hein. Et puis, le recrutement se fait plus sur le côté technologique maintenant. D'ailleurs, la Chine a été assez présente de ce côté-là pour essayer de construire finalement une armée plus efficace, moins pléthorique peut-être, mais plus agile et mieux équipée. Alors, ce qui a amené l'armée, les forces armées militaires à se réformer de la sorte, ça a été une série de chocs. Hein. Ils ont tiré les enseignements des événements qui ont suivi la fin de la guerre froide, surtout en suivant ce qui s'est passé aux États-Unis et les opérations militaires américaines depuis la fin de la guerre froide. Et les analystes chinois, ainsi que les dirigeants militaires, observent de très près ce qui se passe en dehors de la Chine, donc dans le reste du monde. Et c'est ainsi que la posture militaire chinoise et les questions de passation de marché, d'équipement, d'ajustement, de définition, de la création d'une armée qui soit capable de gérer des conflits locaux, des conflits périphériques, et pas simplement avoir une présence, disons, de superpuissance non focalisée. Et puis il y a cette croissance donc des budgets, donc en pourcentage du budget du PIB chinois, on en reste à peu près à 2% du PIB qui est consacré à la défense, alors qu'aux États-Unis c'est 3 à 4%. Donc de ce côté-là, la Chine pèse moins lourd. Enfin, si on fait intervenir les taux de change, et alors évidemment la Chine, les États-Unis en termes de dollars dépensent beaucoup plus. Et on voit depuis en 2013 par exemple les États-Unis dépasser de loin le reste du monde. Enfin, pour les pays d'Asie, le problème c'est que la Chine, de son côté, continue de se développer sur le front militaire, alors que les États-Unis, dans les années à venir, devra au contraire, peu à peu, réduire son budget. On prévoit 1000 milliards de réduction, ce qu'on appelle le trillion américain, qui devra, il va falloir trouver des centaines de millions de dollars chaque année d'économies. Et donc c'est ainsi que l'écart entre la Chine et les États-Unis va se réduire. Mais enfin, pour autant, on peut se dire que d'ici à 2025-2030, eh bien, la Chine sera presque en passe de dépasser les États-Unis en termes de dépenses militaires. Mais même si ce n'était pas le cas, ou plutôt même si la Chine dépassait sur le plan de la défense, militaire, bon, ça c'est en termes de dépenses, il y a quand même un retard technologique, il faudrait 20-30 ans pour rattraper les États-Unis, hein, pour ce qui est du développement des forces armées, des équipements militaires, sur le plan qualitatif. Enfin, je veux dire, il y a d'autres choses qui font que la Chine est quand même en retard par rapport aux États-Unis, même si elle dépense de plus en plus. Et puis, pour ce qui est de l'équipement, donc justement, alors il y a un investissement dans les missiles balistiques, les missiles de croisière. On sait que la Chine cherche à construire une capacité de lancement à court et moyenne distance pour pouvoir effectivement imposer des dégâts, disons, considérables à moyenne portée si un conflit devait amener un pays voisin ou relativement proche à entrer en conflit donc avec la Chine. Et puis la capacité de représailles. Là, de ce côté-là, la Chine a une double démarche. D'un côté, elle a les missiles balistiques intercontinentaux de moyenne portée, et puis il y a évidemment les sous-marins balistiques nucléaires. Donc là, c'est les deux domaines où les ICBM et les sous-marins nucléaires. Alors pour ce qui est des porte-avions, évidemment pour n'importe quelle puissance militaire, il faut avoir quand même une capacité de lancement, et pour pouvoir, elle a besoin d'opérations militaires coordonnées. Si on n'a pas de porte-avions, évidemment, on ne peut pas vraiment se considérer comme une force à part entière. Mais
ce que vous avez ici, c'est quelque chose. Enfin, vous avez un porte-avions, certes, mais enfin, qui est plutôt un cuirassé disons un peu pour les Sbrouf, disons, il n'est pas opérationnel de la même façon que d'autres porte-avions. Enfin bon, c'est un navire de la flotte chinoise. Mais enfin, il joue un rôle en alerte avancée. Enfin bon, et il y a quand même des capacités aériennes. Mais enfin, pour arriver à la pleine capacité, il y a beaucoup de travail, de formation, de coordination. Enfin, on n'y est pas encore. Mais enfin, il est évident qu'avec un seul porte-avions, bon, évidemment, ça ne suffit pas. Il en faudrait au moins trois, un en exploitation, un en transit, et l'autre qui peut être donc en cale. L'influence croissante de la Chine est vraiment évidente. La Chine est un grand acteur de toutes les institutions régionales. Et même si ça n'est pas avec beaucoup de réussite, mais ça n'est pas la faute de la Chine. La Chine a été partie aux négociations six-partites pour la Corée du Nord. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 18 mois à peu près, surtout depuis que Xi Jinping est allé à la dernière réunion de l'APEC, la diplomatie économique, le lancement d'un certain nombre de fonds tels qu'on les appelle, le dernier étant la banque d'investissement dans les infrastructures asiatiques. C'est une évolution intéressante parce que depuis plus d'un an, les Américains essayent d'empêcher leurs alliés de devenir membres de cette banque. Tous les alliés se sont retenus, mais depuis un mois à peu près, le délai d'adhésion est demain, et on voit vraiment que maintenant que c'est vraiment le dernier délai, la France, l'Allemagne, les autres puissances européennes et aussi les puissances asiatiques, l'Australie, la Corée du Sud et même le Japon sont prêts à faire partie de cette nouvelle banque. Et maintenant, je crois que 17 ou 18 pays parmi les 20 plus grandes économies mondiales sont membres de cette nouvelle banque. Et on voit donc que la diplomatie économique chinoise est vraiment affirmée. Bon, maintenant, est-ce que la Chine est prête à se lancer dans le soft power, comme on l'appelle, la puissance douce? Ça reste une autre question. Ce qu'il faut que la Chine fasse, c'est qu'elle gère, pour ainsi dire, ses voisins et qu'elle peut-être pacifie ses relations avec certains grands acteurs, le Japon, l'Inde, le groupe de l'ASEAN et l'Australie. Les relations sino-japonaises ne sont pas au beau fixe depuis quelques années. Si l'on remonte à avec le dégel qui a duré quelque temps après l'arrivée au pouvoir de Koizumi, autour de 2007-2008, et puis maintenant, depuis le 2009, tout va de travers jusqu'au dernier mois de l'an dernier, avec un certain nombre de problèmes qui tiennent à des faits historiques et surtout à des conflits, à des différends territoriaux concernant un certain nombre de petits atolls et de toutes petites îles, surtout des cailloux dans la mer quasiment, mais qui ont leur importance. Et l'évolution de cette relation déterminera la stabilité de l'Asie de l'Est. C'est vraiment critique. Réfléchissez simplement au fait que ces deux pays ont plus de 300 milliards de dollars d'échanges bilatéraux et le Japon investit énormément en Chine. Toutes les voitures, tous les constructeurs automobiles japonais ont des usines en Chine. Donc il y a énormément d'enjeux économiques. Il y a beaucoup d'échanges de personnes. Par exemple, 4 millions de Chinois visitent le Japon chaque année. Et ces différents territoriaux dans la mer de Chine méridionale, bon, pour des questions de temps, je ne vais pas évoquer les détails, mais ce sont des problèmes qui existent depuis des décennies, mais ça s'est intensifié ces quelques années. Et la Chine s'est vraiment affirmée. Et maintenant, elle veut vraiment
prouver un argument, il s'agit de territoires sur lesquels elle ne transigera pas. Mais voilà le dilemme pour la politique extérieure chinoise, parce que d'un côté, il faut un territoire stable à la périphérie de la Chine pour l'économie, mais ces différents territoriaux causent beaucoup d'instabilité. Cela entraîne des craintes quant à la Chine, et donc les pays limitrophes sont encore plus incités à participer à ce rééquilibrage des forces américaines. La Chine et l'Inde, c'est aussi une relation très complexe. Il y a eu d'énormes échanges territoriaux, 120 000 kilomètres carrés qui sont disputés depuis de nombreuses années. Et ces dernières années, les liens économiques se sont améliorés. Elles ont aussi essayé de gérer leurs relations politiques. L'Inde est partagée entre suivre la voie de l'Amérique ou bien s'ouvrir à la Chine. C'est une relation très compliquée, mais ce qu'il y a de positif là-dedans, c'est que les dirigeants de ces deux pays reconnaissent que le développement économique doit être la priorité numéro 1 pour ces deux pays. Ça n'apporterait rien de se lancer dans un conflit militaire pour des questions de différents territoriaux. L'Australie est devenue très dépendante à la Chine ces quelques années, surtout pour des questions d'échange de matières premières et de ressources. Et donc l'Australie est partagée entre le fait de choisir la Chine ou les États-Unis. Il faut qu'elle gère son partenariat économique avec la Chine tout en renforçant son alliance militaire avec les États-Unis. Pour l'instant, l'Australie essaye de faire ce numéro d'équilibriste très délicat et pour l'instant, elle a survécu. Mais à l'avenir, s'il y a un grand conflit entre la Chine et les États-Unis, cela fera peser une très forte tension sur la politique extérieure australienne. Nous sommes donc dans une période de transition de la puissance. La Chine monte en puissance. Les États-Unis sont dans un déclin relatif. Certains ont écrit dans leurs livres que les États-Unis ne vont pas disparaître et nous rappellent depuis des décennies qu'il ne faut pas être trop pessimiste. Certains ont écrit un livre pour demander si le siècle de l'Amérique était maintenant terminé. Eh bien, tout dépend de ce dont on parle. Mais la question est de savoir si l'on adhère à cette prémisse théorique pour savoir si cette montée en puissance de la Chine pourrait entraîner un conflit militaire. Bien sûr, l'histoire ne nous permet pas d'être optimistes quant aux scénarios à venir, parce que avec les 15 grands changements de pouvoir, seuls 2 se sont terminés dans la paix. La fin de la guerre froide et une transition de pouvoir entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Mais là, c'est une question très importante que se posent bon nombre de personnes. Moi, ce que j'avance, c'est que peut-être cette transition de puissance est rejetée peut-être trop rapidement. On fait peut-être trop de cas de la montée en puissance de la Chine et que les États-Unis, finalement, sont encore une grande puissance. Tout ne dépend pas du PIB, mais c'est aussi une question d'échange économique. Alors, la question est de voir aussi l'évolution de la dynamique en Asie pour savoir si cela aura des effets sur la relation entre les États-Unis et la Chine. C'est une situation très complexe. D'un côté, il s'agit d'une relation très bien développée parce que, alors que nous parlons aujourd'hui, et peut-être que cela se fera
en plein milieu de la nuit, mais je vous parie que les hauts représentants chinois et américains sont en négociation sur les sujets dont j'ai déjà parlé. Près de 100 représentants tiennent des dialogues bilatéraux, stratégiques et économiques à très haut niveau. Par exemple, le Trésor américain, le ministère des Finances, le ministère des Affaires étrangères va envoyer des centaines de représentants pour mener des réunions très intensives. Donc c'est une relation très bien développée. Mais d'un autre côté, c'est également une relation qui fait passer pas mal de nuits blanches à beaucoup de personnes parce que le développement militaire, le déploiement de forces et les postures militaires, et puis ces pièges qui sont parfois tendus font s'inquiéter bon nombre d'analystes qui pensent qu'il y a une probabilité, si faible soit-elle, qu'il y ait un conflit militaire entre les États-Unis et la Chine. Et puis, il y a d'autres problèmes dans le domaine économique. Du côté positif, il y a beaucoup d'échanges commerciaux, presque 600 milliards de dollars, mais ce sont des échanges très déséquilibrés. Il y a la question de la monnaie, la question de la propriété intellectuelle également, et tout un tas d'autres problèmes économiques. Mais en gros, ce que moi j'avancerais, c'est que c'est une relation qui doit être gérée dans un certain nombre de domaines. Premièrement, très clairement, l'unipolarité touche à sa fin à bien des égards à cause de la montée en puissance de la Chine. Ça, c'est très important. Et puis, si vous voyez tous ces différends entre les deux grandes puissances, il est essentiel de voir cela dans un contexte plus large, sur un horizon plus long, et pas simplement les petits différends. Ce ne sont pas ceux-là qui l'emportent. Ça, c'est vraiment essentiel. Et il faut voir comment ces deux grandes puissances peuvent gérer leurs litiges et se concentrer sur le tableau plus général qui montre comment ces deux pays peuvent ensemble faire tant de grandes choses pour le système international, pour le monde, mais aussi pour la région. Ces deux grandes puissances peuvent coopérer contre le changement climatique, la prolifération nucléaire, le terrorisme et tout un tas de choses. Et la Chine et les États-Unis doivent aussi prendre un rôle de premier plan dans la réforme économique internationale, la restructuration économique, le rééquilibrage, etc. Troisièmement, il faut voir comment gérer, même si les deux pays partagent des intérêts mutuels, par exemple la montée en puissance nucléaire de la Corée du Nord ou de l'Iran. Mais même si leurs intérêts convergent, les priorités sont différentes, les tactiques le sont aussi. Les coûts et les bénéfices ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas la même analyse de qui devrait faire quoi. Il faut donc une meilleure coordination des politiques. C'est très important pour gérer cette relation. C'est un aspect primordial de leur relation. La confiance ou la méfiance stratégique. Là encore, on peut avoir des points de vue différents. On peut se demander si les grandes puissances peuvent jamais se faire confiance l'une à l'autre. Et si ça n'est pas possible, si ce n'est pas quelque chose que l'on peut accomplir, eh bien, le pis-aller, ce serait au moins de gérer cette méfiance et de minimiser les idées reçues. On sait qu'on ne peut pas se faire confiance, mais il faudrait faire preuve d'une transparence et d'une ouverture totale quant aux choses sur lesquelles on ne souhaite pas entrer en conflit. Et puis, la transition du pouvoir, on vient de passer de Hu Jintao à Xi Jinping en moins de 2 ans. Dans moins de 2 ans, pardon, l'interprète se reprend. Obama sera parti, Hillary Clinton et que sera le candidat républicain seront à la Maison-Blanche. Et donc, cette transition sera aussi fondamentale. Le pivot américain vers l'Asie, je crois qu'on met trop l'accent sur l'aspect militaire, mais il y a aussi un volet diplomatique et économique. Très clairement, pour les États-Unis, l'Asie ou l'Indo-Pacifique reste une zone éminemment critique.
Pour Washington, vu l'ampleur des interactions économiques et les intérêts qu'ont les États-Unis à maintenir un engagement envers leurs alliés dans la région pour aider à promouvoir la démocratie et pour aider à promouvoir l'économie de marché, c'est donc une partie du monde qui est très importante. Et puis, le Pacifique, c'est une zone plus large, où le PACOM, le commandement pacifique qui gère la zone Indo-Pacifique, cela couvre presque 40 à 50% des échanges mondiaux, beaucoup d'importations énergétiques. Beaucoup d'alliés des États-Unis sont aussi dans cette zone, et donc les États-Unis souhaitent garder la primauté sur la région, renforcer les alliances, mais aussi développer les partenariats, la coopération entre les alliés et les partenaires des États-Unis. C'est très important. Je vois que je n'ai plus beaucoup de temps, donc je vais essayer d'accélérer. À la fin de la guerre froide, la première fois qu'il y a eu un grand débat et qui s'est terminé avec le rapport de Nari en 95-98 pour savoir si les États-Unis devraient se désengager de l'Asie, mais ils se sont rendus compte de ce que l'on appelle la tyrannie de la distance et de l'importance de l'Asie. Cela a convaincu les dirigeants et les dirigeants militaires américains que les États-Unis devaient rester engagés en Asie. Dans ce contexte, une présence militaire est fondamentale. C'est ce que font les États-Unis depuis de nombreuses années. Et donc, il y a de multiples alliances, pas simplement des échanges ou des engagements militaires. Cela implique de plus en plus des opérations non militaires, des opérations humanitaires, de recherche et de sauvetage, par exemple après le tsunami. Mais le défi pour les États-Unis est qu'ils souhaitent se rééquilibrer vers l'Asie, mais le Moyen-Orient, les prient instamment de ne pas partir, de continuer de les soutenir. Et donc, il y a des intérêts opposés. Et puis, avec les problèmes budgétaires, le fait que certains volants budgétaires ne sont pas libérés, etc., eh bien, la question pour de nombreux alliés des États-Unis est de savoir si les États-Unis peuvent respecter leur engagement et si ce pivot, ce rééquilibrage vers l'Asie est une politique durable. Il peut y avoir, par exemple, des déficiences budgétaires. Par exemple, les Américains ne pourraient ne pas augmenter leurs dépenses. Et c'est pour cela que certains pays doivent augmenter leurs dépenses. Le Japon dépense moins d'1% du PIB. Le Canada souhaite dépenser 1%, mais il n'en dépense que 0,5% dans le domaine militaire. Et donc, les alliés des États-Unis n'atteignent même pas les 2% du PIB dédiés aux dépenses militaires. Et là, vous avez une petite carte des alliances américaines. Et là, j'en reviens au lien entre les engagements des États-Unis envers leurs alliés, le pivot américain et la relation sino-américaine. Étant donné la méfiance et peut-être les idées reçues et les craintes qu'il y a dans cette relation, il existe un risque que les deux pays suivent une pente glissante vers un conflit militaire. Bon, Washington est fortement engagé envers ses alliés et beaucoup d'alliés et de partenaires de l'Amérique ont des problèmes avec la Chine et cette affirmation de la Chine.
Et dans la mer de Chine orientale ou méridionale, les détroits de Formose, ces 5-6 dernières années, est resté assez stable, mais on a tendance à oublier les tensions qu'il y avait il y a 7 ou 8 ans. En 95-96, il y a eu une grande crise dans le détroit de Formose. Mais que ce soit les évolutions militaires chinoises ou la réponse à cela apportée par les États-Unis, on voit de plus en plus une concurrence dans l'armement, à défaut d'une course aux armements, et on peut se dire qu'il y aura des problèmes à l'horizon. Il y a 2 grands problèmes. Il est intéressant de voir que dans la posture de défense, les craintes qu'il y a quant à la menace que fait peser l'autre, il y a le A2AD, anti-accès et déni de zone. C'est une stratégie militaire chinoise qui consiste à dissuader les Américains de s'impliquer dans la région en augmentant les coûts de cet engagement. Tous ces déploiements de missiles ont pour but de mettre en œuvre cette stratégie. Du point de vue des États-Unis, ils ont minimisé l'importance des armes nucléaires dans ce domaine par rapport aux armes conventionnelles, et ils se concentrent plus sur les missiles longue portée conventionnels. Et pour la Chine, si son système d'alerte précoce n'est pas assez sophistiqué, elle ne saura pas s'il s'agit d'ogives nucléaires ou conventionnelles. Et concernant l'A2AD, les Américains développent leur concept de bataille aérienne et navale. Il pourrait donc y avoir des frappes préventives anticipées. Et cette notion, du point de vue chinois et américain, s'il y avait une crise, il n'y aurait pas assez de temps pour mener des évaluations précises et exactes, parce que pour la Chine, la crainte est que ces capacités limitées soient complètement éliminées par des forces américaines bien supérieures, et pour les Américains, vu le développement des capacités antisatellites et leur capacité dans le domaine cyber avec le piratage, eh bien, la crainte est que les Chinois puissent faire tomber tout le système de communication américain. On voit donc 2 forces qui poussent ces 2 pays vers un éventuel conflit militaire. Il y a donc la 2AD et là le concept de bataille aérien-naval américain. Et donc, je vais essayer de récapituler en 2 minutes. Il y a un nouveau type de relation entre les grandes puissances. Ces 20 dernières années, ça a toujours été les États-Unis qui aiguillonnaient la Chine, qui la poussaient à faire quelque chose, lui donnaient des conseils. Et maintenant, la Chine retourne la situation en essayant de créer une nouvelle relation entre les puissances. Et pour la Chine, ce qui est essentiel dans cette nouvelle relation, c'est qu'elle ne souhaite pas la confrontation, elle ne souhaite pas le conflit. Parce que si vous ne tenez pas compte des pays tiers, il n'y a pas beaucoup de domaines où il y aurait besoin qu'il y ait une confrontation entre les 2 pays. Et puis les 2 pays, surtout les États-Unis, souhaitent montrer un certain respect pour les intérêts fondamentaux de l'autre, et puis il faut développer des situations, on peut avoir des scénarios de coopération gagnant-gagnant. Au départ, le gouvernement Obama était quelque peu réceptif à cette idée, mais cela a préoccupé les alliés des États-Unis. Ils se disaient non, pas un nouveau G2. Et puis, les dirigeants américains se sont rendus compte que le point numéro 2, ce respect mutuel pour les intérêts de la Chine, demandait des compromis de la part des Américains.
Et ces intérêts seraient définis par la Chine, donc ça pourrait être dangereux, ça serait une pente glissante. Et donc, l'argument contraire des États-Unis est qu'il faut respecter les règles et les normes régionales et internationales. C'est ce sur quoi insistent les États-Unis. Donc les États-Unis ne sont plus du tout réceptifs à cette idée à cause des intérêts trop différents entre les deux pays. Dans tous ces domaines de la relation sino-américaine, je crois que ces 10 prochaines années, il y aura de plus en plus de relations entre les armées chinoises et américaines. Il y a de plus en plus de rencontres entre les armées avec certains accidents. 2001, 2009, 2013, il y a eu un certain nombre d'accidents. Et les États-Unis, les armées chinoises et américaines ont un certain nombre de canaux de dialogue. Le domaine de développement de la confiance militaire maritime, et puis à la dernière réunion de l'APEC, avec le sommet entre Xi Jinping et Obama, il y a eu des protocoles d'accord militaires entre les deux pays pour avoir des préavis entre les deux pays et pour minimiser et peut-être même complètement éviter des accidents graves entre les deux armées qui sont en manœuvre dans le domaine spatial et le domaine maritime très proche des frontières chinoises. L'armée chinoise a été invitée à l'exercice RIMPAC pour la première fois l'an dernier. Il y a de plus en plus d'échanges militaires à haut niveau et de dialogue, et ce sont des signes très importants parce que les deux pays peuvent perdre gros s'ils ne gèrent pas cette relation critique dans le domaine militaire. Pour conclure, tout à l'heure, j'ai parlé des enjeux et des défis qu'il y avait à gérer la relation du point de vue structurel. C'est-à-dire que la Chine continue de se développer, elle est de plus en plus grosse et forte. Les États-Unis reculent un peu, mais pas tant que ça. C'est un recul extrêmement lent. Et bien souvent, l'idée est que cela cause beaucoup d'angoisse et les faucons américains utilisent cette idée reçue pour développer une politique très offensive. Et l'un des autres défis dont j'ai déjà parlé tout à l'heure est de minimiser les zones où il pourrait y avoir un conflit entre les deux parties, plutôt d'essayer de développer la coopération, parce que en fin de compte, il y a 3 éléments qui doivent orienter les dirigeants civils et militaires des deux côtés. Premièrement, le fait qu'un conflit militaire est très coûteux, très dangereux, et si l'on en passe au niveau nucléaire, c'est même impensable. Deuxièmement, ces 40 dernières années, depuis la visite de Nixon, c'est une relation qui n'a fait que gagner en force. Malgré tous les problèmes, les dirigeants ont utilisé leur sang-froid et maintenant l'on retrouve une relation qui a une importance prépondérante pour le monde et pour la paix et la stabilité internationale. Il y a beaucoup de domaines de collaboration possibles entre les deux pays. Et puis, dans bien des domaines, il faut que la Chine apprenne à être une grande puissance. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes envers les grandes puissances. Du côté américain, il faut aussi apprendre à cohabiter avec la Chine et à gérer une relation qui ne serait peut-être pas une transition de pouvoir, mais en tout cas une diffusion du pouvoir avec des problèmes multiples, et ce, dans une période d'incertitude dans cette partie extrêmement importante du monde. Je vous remercie.
Merci.